Et on poursuit cette discussion toujours en compagnie de Christine Duroux, vice-présidente du think tank Entreprise et Progrès. À ses côtés, Luc Wise, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de The Good Company, une agence de communication responsable. Et puis Antoine Campin, bonjour. Bonjour, oui. Vous êtes directeur général de Manutan France. Antoine, je vais commencer par vous. On vient de parler avec Christine longuement de ces fameux critères ESG. Comment est-ce que vous les intégrez dans votre stratégie d'entreprise ? Alors, Manutan, nous sommes un distributeur de matériel aux entreprises, aux collectivités, aux artisans. Les critères ESG vont matérialiser la stratégie RSE de notre entreprise. Alors, Manutan a décrit sa mission comme étant entreprendre pour un monde meilleur. On va s'appuyer sur 3 piliers, des piliers environnementaux, des piliers sociaux, des piliers de business aussi. Donc on va caractériser ça par des actions qui vont faire que nous allons avoir un impact sur l'environnement. Donc nous allons travailler sur des produits éco-responsables, nous allons travailler sur, alors de manière plus personnelle, sur équiper de LED et relamper nos entrepôts, travailler sur des panneaux solaires partout dans les filiales en Europe. Donc, on va avoir des actions très concrètes sur notre environnement. Des actions très concrètes aussi sur la société. On va s'adosser à des associations comme Sport dans la ville, Move with Manutan, MoveJ et ensuite Move with Manutan qui vont promouvoir des jeux d'entrepreneurs. Donc il y a des actions sur la société et puis business parce qu'on est convaincu que c'est bien la symétrie des attentions qui va faire que nous allons aider, collaborer à ce que l'ensemble de notre écosystème, Christine en parlait, va s'épanouir et va performer aussi économiquement parlant. Luc, vous, quand vous avez fondé The Good Company, vous avez décidé que l'entreprise serait responsable de A à Z. Est-ce que c'est plus simple d'intégrer tous ces enjeux-là quand on part from scratch ou, parce que je sais que vous accompagnez aussi des entreprises, ou d'engager des transformations ? Je ne sais pas si c'est de A à Z. Je pense qu'au début, on était peut-être de A à F et après de F à Z, on apprend en marchant. Et je pense que ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que personne n'est parfait. Et c'est l'apprentissage. On apprend des choses en marchant. Et une des raisons pour laquelle on a créé The Good Company, c'était aussi pour apprendre. On était des communicants qui s'intéressaient au monde autour de nous, l'environnement, la société, et on a envie de mieux faire. Alors du coup, on s'est mis en marche. Alors est-ce que c'est plus facile ou plus difficile ? Au début, je me disais c'est plus difficile pour nous parce que je me disais, contrairement à des grandes entreprises, je sais pas, une équipe RSE qui a fait ça à longueur de journée, donc je vais forcément prendre du retard par rapport à mes concurrents, par rapport à d'autres, parce que je n'ai pas le temps nécessaire, le temps personne nécessaire pour faire ça. Et en fait, on se rend compte que quand même, quand on fait ça à la base, même si on n'a jamais eu de pôle RSE, puisque tout le monde est RSE, on va plus vite quand même, parce que toute l'entreprise est engagée dans cette démarche. On s'appelle The Good Company, donc si les gens viennent chez nous, c'est pas complètement un hasard. Ils ont déjà une appétence pour ça. Et je me rends compte que oui, c'est plus facile. Au début, je me faisais un peu des complexes en me disant, je suis quand même face à des grandes entreprises qui ont des dizaines, voire des centaines de personnes qui s'occupent que des sujets RSE. Et puis je me suis rendu compte que oui, des grandes entreprises ont des départements RSE, mais souvent ils sont un peu à la marge, c'est en train de changer, mais c'est quelque chose en plus. Alors que si on met le RSE au cœur, c'est vrai que tout le monde est embarqué et toutes les décisions d'entreprise sont basées là-dedans. Donc au tout début c'était dur et je me suis dit ça, franchement non, mais avec le temps je me dis que oui, c'est plus facile de partir d'une feuille blanche ou verte ou peu importe d'ailleurs. Christine, vous observez une différence entre les grandes entreprises et les ETI, PME ? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est plus simple que d'autres ? Alors, plusieurs choses. Alors, oui, il y a des différences. Déjà, c'est vrai que quand on démarre avec l'impact ou le CSR au cœur, c'est effectivement plus facile parce qu'on n'a pas de transformation à faire. Quand on a un héritage, moi je fais tout le temps, à une époque on parlait beaucoup des digital natives. Aujourd'hui on est impact native ou pas. Pour les impact natifs, c'est juste plus facile de devenir impact driven. Pour les autres, typiquement, c'est difficile pour les ETI ou surtout les PME parce que c'est vrai qu'elles sont très lean, elles n'ont pas d'équipe. Il y a d'ailleurs plein d'initiatives qui les aident aujourd'hui. La BPI fait plein d'initiatives, etc. Pour les grosses, c'est très variable selon, on va dire, 2 choses, leur secteur d'activité. Il y en a pour qui, naturellement, aller vers l'impact ou les CSR, ça va être immédiatement un facteur de performance ou de développement. Celles pour qui c'est plus marginal, c'est un peu compliqué. Ça va être un peu une question de gouvernance. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a à la tête des gens qui sont convaincus qu'il faut aller vers là ou pas ? Je pense que c'est peut-être pour elle que c'est le plus compliqué. J'ai une ETI à ma gauche, alors je me tourne vers vous, Antoine. Par quoi est-ce qu'on attaque un chantier comme celui-là ? Parce qu'effectivement, quand on n'est pas
CSR native, pour reprendre les termes de Christine. Il faut bien engager le chantier, mais par quoi on commence? Alors, effectivement, Manutan est une ETI, 2200 personnes partout en Europe. Je pense que déjà, ça doit être effectivement porté, et c'est le cas chez Manutan, au plus haut niveau de l'entreprise, comme étant vraiment la mission que l'entreprise se donne. S'équiper aussi de ressources, et notamment d'une directrice de la RSE directement rattachée au patron de l'entreprise. Donc, c'est un marqueur. Et après, j'ai envie de dire, ce qu'on regarde, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer à notre écosystème, et on regarde rapidement nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs, et c'est par là qu'on démarre. Donc quand les clients eux-mêmes, qui sont toute typologie d'entreprise, nous sollicitent et ont des niveaux d'exigence sur ces sujets-là qui sont de plus en plus élevés, eh bien on les accompagne, et ça nous oblige. Par exemple, nos très grandes entreprises travaillent généralement par des appels d'offres et choisissent leurs fournisseurs par des appels d'offres. Ils doivent s'assurer du respect des chartes éthiques, d'être rassurés sur la gestion de leurs risques. Et donc, dans ces appels d'offres, on constate de plus en plus que les critères en lien avec la RSE et la stratégie de chacun des fournisseurs qui vont répondre à ces appels d'offres, ces critères-là sont de plus en plus importants dans la note finale. Preuve en est que nos clients attendent de plus en plus que leurs partenaires inscrivent dans leur stratégie quelque chose qui correspond à leurs obligations. Il y a une réglementation qui flèche quand même beaucoup, une belle trajectoire d'impact sur l'environnement. Ça se traduit par des appels d'offres. Donc ça signifie que si vous voulez avoir le droit de citer, et on l'espère, et on se bat pour remporter ces appels d'offres, il faut que vous soyez en mesure d'accompagner ces exigences. Je pense que c'est par là qu'on peut commencer. On le fait aussi en accompagnant nos fournisseurs, parce que c'est sur l'ensemble de l'écosystème. On partage avec eux les exigences de nos clients, donc on les aide aussi, on les accompagne et on se challenge mutuellement. Et puis il y a évidemment un impact sur nos collaborateurs. Vous le disiez tout à l'heure, Christine, qui participent aussi à la vie de l'entreprise, qui ont besoin de se sentir impliqués, d'avoir leurs propres impacts. Nos collaborateurs sont ici des impacts natifs. Donc c'est sur ces 3 items-là, je pense, par lesquels on doit démarrer, et puis en accompagnant notre marché. Je pense que c'est le plus important. Sur le choix des fournisseurs, Luc, c'est quelque chose que vous regardez, par exemple, aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites un choix? Il y a certains secteurs que vous les éliminez d'office, ou des gens avec qui vous n'allez pas travailler parce qu'ils ne sont pas CSR compatibles. Alors, il y a les clients et puis il y a les fournisseurs. Il y a les deux. Alors, nous, on a une liste d'exclusion de ces secteurs. Clients? Oui, pour les clients. Parce que, quand on s'appelle The Good Company, il me semble important de walk the talk. Enfin, voilà, donc il y a 6 secteurs pour lesquels on s'est engagé dès notre démarrage de ne pas travailler avec des annonceurs issus de ces secteurs-là. Donc, c'est les énergies fossiles, c'est la pornographie, c'est tout ce qui est produits phytosanitaires. Donc, voilà, ça c'est une liste d'exclusion. Alors après, chacun fait comme il veut, mais nous, notre positionnement est celui-là. Et après, en réalité, il y a quelques acteurs for good, on va dire, qui sont assez évidemment for good. Et encore que, parfois, quand on gratte un peu, on se rend compte que les choses sont peut-être un peu moins belles et parfaites qu'elles peuvent avoir l'air dans les relations de presse et l'image qu'on se donne, la vitrine. Et puis, je pense que les marques et les entreprises, c'est comme les personnes. Et d'ailleurs, les entreprises sont constituées de personnes et souvent, il y a beaucoup de nuances. Personne n'est parfait. Et il y a un peu de tout. Et là, en fonction du brief qui nous est présenté, s'il nous semble sincère, s'il s'inscrit dans une trajectoire de progression, même si tout n'est pas parfait, si on sent qu'il y a une envie de l'annonceur, du client, de faire un petit bout de chemin avec nous dans la bonne direction, on va plutôt accepter de travailler avec ce client-là. Et puis parfois, on n'est pas d'accord entre nous, si ça arrive, parce qu'aujourd'hui, on est une trentaine, donc j'essaye aussi de faire rentrer la démocratie dans l'entreprise. On est une coopérative, donc tout le monde est actionnaire de The Good Company. Et donc, parfois, ils se posent des questions. On a des clients du secteur, par exemple, des mobilités, l'automobile, de la grande distribution, où c'est pas noir ou blanc, parce que les gens ont besoin de la grande distribution aujourd'hui. Ils ont besoin des voitures. Ils ont besoin de solutions de mobilité. Donc, c'est facile de jeter l'anathème sur ces gens-là, mais en même temps, en général, on les utilise. Donc, on est parfois un peu schizophrène. Et donc, parfois, on a des débats et parfois, on le met au vote, si on décide au vote, si on a envie de travailler avec ce client ou pas. Voilà. En revanche, je ne divulgue jamais le nom d'un client parce que je trouve ça c'est pas élégant et puis chacun fait ce qu'il souhaite. Mais en revanche, oui, on dit non pas mal à des annonceurs qui nous sollicitent. Je me posais la question de la mesure, Christine. Je lisais, il y a beaucoup de chiffres sur notamment la mesure de l'impact carbone ou de l'empreinte carbone. Il y a 72% des dirigeants qui affirment avoir réduit leurs émissions. Mais en même temps, il n'y en a que 35% qui ont évalué leur empreinte carbone. Alors,
À un moment, il faut bien qu'on s'appuie sur de la data quand même. Cette data, aujourd'hui, elle doit être au service des objectifs RSE. Oui, pour le coup, il va y avoir, là aujourd'hui, c'est vraiment en train d'être mis en place. Il y a une question de. Il y a les fameux 3 scopes. Il y a ce que je mentionnais justement, que ce soit l'ISSB. Aujourd'hui, les financiers commencent à prendre ça, commencent à mesurer. C'est en cours. Il y a un décalage. Moi, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. On est encore en chemin. Donc, je pense que les activités. Là c'est vraiment. On est très vite à soupçonner. En fait, pour moi, le soupçon sur l'intention est un problème. Je pense que fondamentalement, les entreprises ne sont pas ou plus vraiment cyniques. Les cyniques aujourd'hui sont montrés du doigt. Quand vous regardez, je crois qu'il y a 2 semaines, The Economist, qui est quand même pas, disait même aujourd'hui, en fait, si vous voulez être non CSR friendly en termes de fonds, y compris aux États-Unis, mais vous mettez, en fait, vous allez être plombé, parce que la société va dans ce sens-là. Donc, je pense aujourd'hui, par rapport à ça, il y a de la mesure, c'est encore en chemin, il y a des décalages entre les déclarations et l'action, mais on est sur un bon chemin, parce que de toute façon, la société va là-dessus. En tout cas, dans les sociétés occidentales. En tout cas. Oui. Antoine, vous mesurez vos émissions carbone ? Alors, je rejoins complètement Christine. La mesure va arriver, va se standardiser. Et j'ai envie de dire, c'est presque sans avoir la mesure, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas agir. Donc, il y a des actions qui sont déjà menées. Et puis, au fur et à mesure, on voit, notamment dans les 3 scopes d'émissions d'empreinte carbone dont parlait Christine, il y a ce fameux scope 3 qui représente quand même 80% de l'ensemble, donc c'est pas anodin, et qui correspond aux émissions indirectes. Et il se trouve que Manutan, en tant que distributeur de matériel aux entreprises, nous rentrons typiquement dans les 80% d'émissions de carbone de nos clients entreprises. Donc il y a tout intérêt à améliorer sa copie si on veut effectivement pouvoir présenter une déclaration extra-financière qui va s'améliorer, puisque l'idée n'est pas tant d'avoir la mesure, c'est une première étape, mais surtout d'aller l'améliorer par des actions. Donc ce que l'on propose aujourd'hui à nos clients, c'est notamment au travers de 2 choses dont je vais parler aujourd'hui. C'est la première, des produits éco-responsables. Donc, ce que nous souhaitons, c'est proposer à nos clients des produits dont ils vont savoir qu'ils ont un impact positif sur leur empreinte carbone et leur environnement, sur les produits qu'ils vont acheter. Donc c'est traduit par un petit logo que vous avez sur le site avec une main verte et une petite feuille. Et ces produits-là sont soit des produits qui sont éco-labellisés, soit des produits qui comportent au moins 25% de matière recyclée, soit des produits de seconde main. Donc, au travers de ces produits-là, en choisissant ces produits-là, vous savez que vous contribuez positivement à votre empreinte environnementale. Ce qu'on appelle les achats responsables. Ça fait partie d'achats responsables quand on se dirige vers des achats qui vont favoriser l'environnement. Et puis la deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est l'économie circulaire, alors, qui est un petit peu en contradiction avec l'économie linéaire que tout le monde connaissait. Je fais une extraction de matière première, j'industrialise un produit, je le transporte et je l'utilise, et puis une fois qu'il est utilisé, potentiellement je le jette, au mieux je le recycle. L'économie circulaire va chercher d'abord à rendre des produits éco-conçus. Éco-conçus pourquoi ? Parce qu'ils vont pouvoir être mieux gérés dans leur seconde vie et vont pouvoir être réutilisés, recyclés, revendus. Donc ce que l'on propose à nos clients aujourd'hui, puisque nous l'avons appliqué à nous-mêmes, c'est de collecter du matériel, notamment du matériel informatique. C'est un service que l'on propose à nos clients. 130 tonnes de matériel informatique collecté par Manutan en 2022 l'année dernière, c'est colossal. Et 11 000 tonnes de CO2 sauvées par cette collecte. Et ces produits collectés sont encore une fois soit réutilisés, revendus, soit recyclés, soit donnés potentiellement. Donc il y a encore une fois un cercle très vertueux qui compte, parce qu'à la fin on vous remet une certification sur la tonne de CO2 que vous aurez sauvée. Ça compte pour les entreprises, ça compte pour l'écosystème. Et je pense que c'est extrêmement vertueux d'aller sur ce type de produit-là. C'est effectivement ce qu'on appelle les achats responsables. Sur les achats responsables, vous estimez que c'est un levier aujourd'hui, Luc ? Complètement. Je pense que tout est un levier et tout doit être un levier. Aujourd'hui, on achète de manière responsable tout ce qui est papeterie, par exemple. On conçoit de manière responsable aussi. Il y a quelque chose que nous aussi, dans mon métier qui est la communication, c'est le scope 3 qui pose question. D'ailleurs, nous, on fait notre bilan carbone tous les ans. C'est 99%, c'est le scope 3. Et c'est surtout les productions, et notamment les productions audiovisuelles qu'on fait pour nos clients. C'est les grandes productions audiovisuelles. Et donc, un de nos engagements en termes d'achat, c'est d'acheter de la production qu'en Europe et que accessible par train. Donc concrètement, historiquement, l'industrie publicitaire délocalisait les tournages en Afrique du Sud, en Argentine, en Australie, parce qu'il y avait
beaucoup de soleil déjà, donc on est garanti d'avoir du soleil, contrairement à la pluie qu'il y a aujourd'hui, et j'ai vu le parapluie d'Antoine, et le soleil, mais aussi pour avoir une main-d'œuvre pas chère. Et nous, on s'est engagé à faire des choses vraiment dans les pays limitrophes de la France. Et j'apprends. La première grande production qu'on a fait, c'était pour CNP Assurance. Au début, la boîte de production souhaitait le faire en Estonie, parce qu'il avait le réflexe de proposer le meilleur rapport qualité-prix et rapport aussi prix-travail. C'est-à-dire que les gens en Estonie peuvent travailler des journées plus longues qu'en France ou en Belgique, par exemple. Et je me suis battu pour que le producteur, et il nous a suivis, fasse ce film publicitaire pour CNP Assurance au même prix et en Belgique. Et on a réduit par 4 le bilan carbone. Donc plutôt que ce soit un tournage à 24 tonnes, c'est un tournage à 6 tonnes. Et donc, ça m'a permis, moi, un peu néophyte, je pense que dans ces métiers, il faut avoir beaucoup d'humilité, on apprend en marchant. Et j'ai compris, ok, 24 tonnes, c'est un tournage en Estonie, mais si je le fais en Belgique ou en France, c'est 6 tonnes, donc c'est 4 fois moins. Donc j'ai diminué mon impact par 4. Et si je fais ça systématiquement, ça peut avoir un impact. Alors c'est mon colibri à moi, voilà. Mais c'est important, et je trouve qu'il y a un truc hyper important, et vous le disiez les uns les autres, c'est que là, par exemple, là moi je baigne un peu dedans depuis quelques années maintenant, mais je suis président de Good Company, mais quand on m'invite, et très gentiment, ESG, je me dis qu'un des problèmes qu'on a tous, c'est aussi de sortir, vous posiez la question tout à l'heure, Aurélie, de comment commencer. Et je pense qu'un des trucs, c'est de sortir un peu de la novlangue, aussi de la RSE, de l'ESG, de l'ISR. En plus, ISR, ISF, il n'y a qu'un pas. RSE, RSA, il n'y a qu'un pas. Tout ça, c'est pas des vocabulaires qui donnent très envie. Et je pense qu'il faut aussi dire aux entreprises, aux entrepreneurs, que c'est simple, que finalement, mesurer sa performance extra-financière, oui, on peut le faire à la Emmanuel Faber, CAC 40, mais aussi on peut le faire à son modeste niveau. On peut se dire que, pour moi, l'entreprise responsable, c'est une entreprise qui se pose la question de c'est quoi la réussite. Et si la réussite, c'est qu'une réussite financière, vous n'êtes pas une entreprise responsable. Si vous dites la réussite de l'entreprise, c'est bien sûr l'argent, l'économique, mais aussi c'est les gens avec qui je travaille en interne, mes prestataires, mes clients. Et c'est aussi l'environnement, mon environnement de travail, mon environnement plus large. Alors vous êtes une entreprise responsable. Et finalement, les mesures ESG, c'est juste des critères pour mesurer finalement une performance qui n'est pas une performance purement économique. Donc, ça peut être des choses très simples. Aujourd'hui, un bilan carbone, on en parlait, ça coûte quelques milliers d'euros. Il y a des prestataires très reconnus qui ont pignon sur rue. Nous, ça nous coûte 2 000 euros par an pour mesurer notre bilan carbone. C'est un exemple écologique. Un exemple social, comme j'ai une entreprise qui marche plutôt bien, on me demande, la première question qu'on me pose toujours, c'est « Ah, ça marche bien, vous êtes combien ?» C'est gentil qu'on me pose la question de « Vous êtes combien ?» Mais c'est quantitatif. J'aimerais bien qu'on me pose la question de « Est-ce que les gens sont heureux chez toi ?» Est-ce qu'ils trouvent du sens dans leur travail? Est-ce qu'ils sont bien rémunérés? Et pour ça, c'est assez facile à mesurer aussi, sans faire des choses très compliquées. On peut faire un sondage Best Place to Work, pour comprendre si les gens sont heureux dans le travail. Ça, c'est un critère extra-financier, c'est notre mesure. Si je sais que 98% de mes équipes sont heureux au travail, c'est une mesure extra-financière qui est très simple et que tous les PME, tous les mêmes TPI peuvent mettre en place. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à vulgariser tout ça pour que les salariés, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les patrons, les patronnes se disent « Ah bah oui, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas qu'un débat d'initiés. » Et on met beaucoup d'acronymes, c'est très compliqué, mais en réalité, une fois que vous avez compris que oui, en plus d'avoir la performance du PNL, il peut y avoir une performance qui est « Je mesure mon bilan carbone et j'essaye de le réduire et ça me coûte 2 000 euros par an. » C'est pas la fin du monde. C'est pas si compliqué que ça, Antoine? Oui, c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, ce qui n'est pas compliqué, c'est de porter le sujet, d'en avoir les intentions. Ça, c'est une première chose. Quand Manutan dit objectif 2050 net zéro, quand on dit on s'engage en signant proactivement Fred 21 pour réduire de 7% l'empreinte carbone liée à ces transports, encore une fois, en tant que distributeur, on utilise aussi beaucoup de supply chain. Ça, ce sont des intentions. Ce qui est très important, c'est que vos intentions, et en toute transparence, soient suivies d'actions. Sinon, écoutez, vous faites beaucoup de déclarations, mais qui ne sont pas suivies par des faits. Donc, bien évidemment, qu'on doit mettre l'ensemble de la société, notre société, nos collaborateurs, à disposition de ces critères-là, qui nous semblent être importants parce qu'on les porte et parce que ce sont les convictions de l'entreprise. Et ce qui est important aussi, et c'est pas compliqué, à partir du moment où on a vraiment la volonté, on doit s'entourer des bons partenaires. Nous expliquons à nos fournisseurs là où nous allons, nos intentions, nos objectifs, nous expliquons à nos clients ce que nous faisons et nous faisons en sorte que ce triptyque, collaborateur de l'entreprise Manutan,
à qui on propose une enquête Great Place to Work tous les ans pour s'assurer de leur épanouissement. Nos fournisseurs que l'on interroge régulièrement pour savoir si eux également sont satisfaits de la relation que nous avons avec eux. Et nos clients pour savoir si la qualité de la prestation que l'on délivre correspond à leurs attentes. On fait en sorte de rassembler ces 3 piliers d'acteurs pour faire en sorte que nos objectifs et nos intentions soient atteintes. Donc non, c'est pas compliqué. À partir du moment où c'est porté, à partir du moment où il y a un engagement, on sait que nous devons tous aller dans cette direction. La difficulté, je pense, est plus dans la volonté que dans la technicité. C'est-à-dire que where there's a will, there's a way. Et je pense qu'un truc qu'on doit faire tous, c'est de vulgariser un peu ça pour que tous les patrons et patronnes d'entreprise... Moi, il y a un truc qui m'a frappé, et j'étais très déprimé quand j'ai lu ça. Il y avait une étude, je crois, qui est faite par l'Observatoire des entreprises à mission l'année dernière, qui montrait que une très petite partie des entrepreneurs et entrepreneuses en France savaient ce que c'était que le mot RSE. Encore moins la loi Pacte. 20%, 10%. Et sur le coup, ça m'a déprimé. Et après, je me suis dit, non, en fait, c'est pas grave. C'est pas important qu'ils connaissent la loi Pacte ou qu'ils savent ce que veut dire RSE techniquement. Ce qui est important, c'est qu'ils se disent humainement, mon entreprise, elle sert à autre chose qu'à juste faire de l'argent. Oui, je veux faire de l'argent, mais je veux aussi mesurer et faire en sorte que les gens avec qui je travaille, mes collaborateurs, mes partenaires, mes clients, et aussi l'environnement soient bien traités aussi, et que je conjugue ces 2 formes de performance-là. Et ça, je pense que ça peut parler à tout le monde. Je pense que la plupart des entrepreneurs en France, quand ils se réveillent le matin, ou les salariés, se disent pas « je vais aller au boulot juste pour faire du pognon ». Ils se disent « je vais faire du pognon, mais je veux aussi trouver un sens, être bien avec les gens avec qui je bosse, faire un peu gaffe à mes déchets ». Voilà. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive, je pense, à faire. Je crois que ça s'inscrit complètement dans la recherche de sens aussi, qui aujourd'hui touche l'ensemble des collaborateurs, Christine. Oui, absolument. Moi, j'écoutais Luc parler de la question de la réussite et Antoine parler de ce qu'il fait chez Manutan. Et en fait, j'étais en train de penser, encore une fois, entreprise et progrès, il y a la question du progrès. Le progrès, c'est quoi ? Le progrès, c'est pas toujours produire plus, gagner plus d'argent. La question, c'est une entreprise, c'est un objet social. Ce sont des gens qui se mettent ensemble pour faire progresser l'humanité. Donc en fait, il faut peut-être revenir à ça tout simplement. Et donc ce qu'on veut faire par toutes ces normes, qui, je suis d'accord, il faudrait simplifier un petit peu, c'est juste que l'entreprise, les gens qui se mettent ensemble pour entreprendre, ils s'inscrivent dans une démarche de progrès, qui est évidemment en construction. Merci beaucoup à tous les 3 pour vos éclairages. Christine Duroux, vice-présidente du think tank Entreprise et Progrès et senior partner au sein du cabinet Ziarkan. Luc Wise, fondateur de The Good Company, et Antoine Compin, directeur général de Manutan France. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work.